Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité de biathlon. Aujourd'hui, troisième partie de notre émission consacrée à Martin Fourcade. On a pu voir tous ensemble sa carrière aux Jeux Olympiques, sa carrière mondiale. Évidemment, il faut terminer maintenant sur sa carrière en Coupe du Monde. Pour m'accompagner pour cette troisième partie, toujours présent, Aymeric, ça roule ? Ça roule, parfait. Bon, parfait. Romain, toujours opérationnel ? Toujours d'attaque, toujours opérationnel pour ce dernier numéro sur Martin. Bon, eh bien, l'équipe est prête. Jingle ! Et quoi de mieux pour débuter cette troisième partie consacrée donc à la Coupe du Monde que d'énumérer quelques statistiques. Et bien sûr pour ça, notre monsieur statistique, Aymeric. Alors on va commencer avec un chiffre que tout le monde doit à peu près connaître, c'est le nombre de victoires de Martin Fourcade. Donc, est-ce que... je suppose que vous avez une petite idée, Romain, Damien ? Oui, je pense connaître la réponse. Ouais, oui, et c'est donc... Ça va tourner autour des un peu plus de 80, c'est Ouais. ça ? Exactement, c'est ça, c'est 83 victoires. Précision, pas seulement en Coupe du Monde, c'est ça ? Voilà, c'est 83 victoires au total, au global. Au total, d'accord. Donc 83 victoires, 150 podiums individuels, 36 podiums aussi en relais, dont 15 victoires. Pour détailler un petit peu plus ces 83 victoires, il en a remporté 15 sur l'individuel, 23 sur le sprint, 30 sur la poursuite et 15 sur la mass start. Son nombre de globes, Aymeric ? Oui, au niveau des globes, donc comme vous le savez tous, c'est 7 gros globes de cristal auxquels viennent s'ajouter 26 petits, ce qui fait quand même un sacré paquet. Un petit total de 33. Ouais, tout petit total, ouais. Alors, pour parler un petit peu de son tir, son pourcentage de réussite en moyenne sur l'ensemble de sa carrière, donc c'est un chiffre qui n'est pas non plus des moindres, c'est 87,6%. Donc si on détaille un petit peu plus, c'est 88,6% au coucher et 86,9% au debout. Du côté du nombre de départs qu'il a pris en Coupe du Monde, on arrive à un total de 347, ce qui n'est pas rien non plus. Et sur ces 347 départs en Coupe du Monde, on dénombre pas moins de 167 courses avec le dossard jaune sur ses épaules. Un dossard qui lui colle donc à la peau. Tout à fait. Pour détailler cette émission, on va la faire en 3 parties. On va être assez chronologique, on va remonter le temps, comme pour les autres parties concernant les Jeux Olympiques et les Mondiaux. Une première partie consacrée au début de carrière de Martin Fourcade, avant qu'il n'accède à son rêve de cristal. Une deuxième partie, bien sûr, sur ses années de règne et son fameux 7 à la suite. Et enfin, une dernière partie consacrée à ses 2 dernières saisons, qui ont été riches en émotions. Et je vous propose donc de débuter par la première partie. Et donc un début de carrière en Coupe du Monde qui commence pour Martin Fourcade lors de la saison 2007-2008. Romain va nous la détailler. Oui, tout à fait. Alors, après qu'il ait participé au championnat du monde junior Harry Poling, puis suivi des championnats d'Europe DP Cup à Nové Mesto, Martin aura droit à sa première sélection en Coupe du Monde le 13 mars 2008 sur le sprint d'Oslo. Donc une première qui ne sera pas forcément une réussite pour le Catalan qui terminera 61e avec 4 fautes au tir donc du sprint. Ce sprint remporté par son futur grand rival Emil Jensen. Aux portes de la poursuite donc. Oui c'est ça, donc à une place près, il ne participe donc pas à la poursuite. Et pour l'anecdote, c'est également la première course en Coupe du Monde de son pote Jean-Guillaume Béatrix qui ne fera pas mieux qu'une 77e place sur ce sprint. Donc voilà, une première un peu difficile pour Martin et le petit nouveau Jean-Guillaume Béatrix. Donc une prise de température pour le Catalan sur cette première saison. Aymeric, il me semble que tu avais une petite anecdote à ce sujet-là. Donc oui, moi aussi j'ai une petite anecdote, mais bon, elle m'intéresse certainement plus moi que vous. C'est que en fait, comme vous le savez, j'aime bien les biathlètes américains. Et sur cette course, Martin terminait juste devant un certain Lowell Bailey. Ah, d'accord. Qui débutait aussi sa carrière peut-être ? Non, il est un peu plus vieux, il avait déjà quelques courses dans les jambes.
D'accord, merci Émeric pour ton amour du biathlon Du américain. biathlon américain, ouais. Voilà, c'est ça, toujours placer, c'est son défi Émeric, toujours placer le biathlon américain dans un podcast. Donc, on passe à la saison suivante. Nous sommes en 2008-2009. Une saison qui va marquer déjà un beau rebond pour Martin Fourcade, n'est-ce pas, Romain? C'est tout simplement la première saison complète de Martin en Coupe du Monde. Il avait seulement loupé le début de saison qu'il avait fait en IBU Cup, mais il montera rapidement par la suite sur le circuit A. Et qu'il ne quittera plus d'ailleurs. C'est exactement ça. En tout, il totalisera 19 départs en Coupe du Monde pour 2 top 10. Voilà, une première saison prometteuse où il terminera à la 24e place du général et une saison qui se confirmera la saison suivante. Et oui, tout à fait. Martin va donc terminer dans le top 30 du général cette saison-là et va très très vite confirmer ses belles intentions sur la saison suivante, la saison 2009-2010, où il va notamment briller. Émeric, quelques infos sur cette saison-là? Donc une saison 2009-2010, à laquelle il terminera à la 5e place du général, avec 3 victoires, le globe de la poursuite, et déjà une moyenne de tir assez intéressante avec 85,65% de réussite. Donc des stats pas mauvaises. Cette médaille d'argent aussi sur la Mastart olympique à Vancouver. Romain, tu veux nous donner un peu plus de détails sur cette saison, ces victoires? Alors, évidemment, cette saison était surtout marquée par les Jeux Olympiques. Avant ces Jeux, Martin n'avait eu aucun podium et il comptait tout de même quelques top 10. Mais cette médaille d'argent avait débloqué quelque chose en Martin et il a tout de suite enchaîné sur le circuit de la Coupe du Monde en nous gratifiant d'une 3e place sur le sprint de Concharty. Et puis, comme disait très bien Émeric, ensuite il remportera 3 succès sur cette saison et 3 succès consécutifs qui enchaîneront avec ce sprint, dont donc, la poursuite de Concharty, un podium d'ailleurs qu'il partagera avec Vincent Jay. Et ensuite, il enchaînera avec 2 succès sur l'étape d'Oslo, sur le sprint puis la poursuite, ce qui lui permettra d'ailleurs de remporter son premier globe de la spécialité, donc celui du sprint. Même d'ailleurs, il avait tellement fait une si bonne fin de saison qu'il était encore en course pour le général, mais finalement il va faiblir sur la fin pour laisser le champ libre à Emil Zensen. Qui s'imposera cette année-là. Et oui, ce petit club de la poursuite, la poursuite, ça va vraiment devenir sa course de référence. On vous l'a dit dans les stats tout à l'heure. D'ailleurs, oui, Mike disait il a remporté le plus de succès sur ce format de course avec 30 succès. Oui, tout à fait. Il est en mode chasseur, même s'il il est parti aussi souvent en tête. La preuve, les 23 sprints qu'il a remportés tout au long de sa carrière. Voici donc pour cette saison 2010, ça commence à sentir bon. Cinquième. Ça monte progressivement là. Voilà, c'est ça, un cinquième du général. Et puis Romain, cette saison 2010-2011 qui va suivre, celle que l'on vient d'évoquer, eh bien, elle va voir la montée de Martin encore une fois, notamment sur le podium du général. Clairement, Martin monte en puissance sur cet exercice 2010-2011. Il passe de la 5e à la 3e place du général de la Coupe du Monde. S'il compte toujours 3 succès, c'est surtout son nombre de podiums qu'il faut regarder. Il en compte pas moins de 12, ce qui prouve sa régularité qui est de plus en plus impressionnante et dû aussi à son tir de plus en plus solide avec une stat de 85,75%. Donc il a clairement gagné 1% de plus par rapport à la saison précédente. Et voilà, il s'est fait dévancer sur cette saison par ses 2 rivaux qui sont Tarjei et Emil Zensen. Mais en tout cas, c'est encore une très bonne saison, pleine d'espoir encore pour Martin. Et sur ces 3 victoires, Robin, il y en a une notamment à Antols, un site qui pourtant ne lui a pas toujours réussi. Oui, Martin gagnera dans le Sud-Tyrol, un site régulier de la Coupe du Monde et qu'il apprécie, mais qui ne lui réussira pas forcément durant sa carrière. Après ce succès en 2011, donc il devra patienter 6 années pour de nouveau lever les bras en Italie. Puis il le fera plus récemment lors des derniers mondiaux. Donc 3 succès au total pour Martin à Antols, qui a souvent souffert de l'altitude sur place. Voilà, par rapport à d'autres sites où il a
notamment remporté beaucoup plus de victoires. Hein. C'est vrai qu'Antols reste un peu à la marge. L'occasion de faire un point, Émeric, hein, justement, sur ces sites qui réussissent à Martin Fourcade. Ouais, tout à fait. Donc les sites sur lesquels Martin a le plus réussi sur l'ensemble de sa carrière sont Östersund en Suède, avec 14 victoires pour 19 podiums. Ruhpolding en Allemagne, avec 12 victoires pour 18 podiums. Et Holmenkollen en Norvège, avec 10 victoires pour un total de 18 podiums. Et est-ce qu'il y a des sites où, au contraire, hein, Martin ne s'est jamais imposé en Coupe du Monde ? En revanche, oui, il y a bien des sites sur lesquels Martin n'a jamais mis sa marque au tableau des vainqueurs. Il s'agit de Whistler au Canada et Trondheim en Norvège. Mais comme vous le savez, du coup, avec l'enquête qu'il y a autour de Dustjugov et de tout ce qui tourne autour de son histoire, il se pourrait que la médaille d'argent des JO se transforme en médaille d'or et qu'on lui crédite en fait une victoire à Whistler. Et Sachant que Whistler et Trondheim sont sans leur manquer de respect. Hein. Et d'ailleurs, oui, Voilà, c'est Trondheim, des sites à la marge. Trondheim était au calendrier parce qu'il y avait des travaux à Oslo sur la colline d'Holmenkollen. C'est pour ça que cette étape norvégienne était au calendrier cette saison-là. Sinon, c'était l'étape d'Oslo et donc. Et Whistler en olympique et pré-olympique, quoi. Exactement. Voilà, D'accord. Eh ben, il s'est imposé sur quasiment tous les sites auxquels il a pris part pendant sa carrière. Voilà donc pour ces années pré-cristal, hein, on peut les appeler ainsi. On va achever donc cette partie-là et continuer sur son fameux 7 à la suite. Et donc voilà, hein, pour cette deuxième partie qui sera consacrée aux 7 globes de cristal, hein, qui garnissent le gros globe, bien sûr, qui garnissent le palmarès de Martin Fourcade, qui seront remportés d'affilée, hein, bien évidemment. Et ce premier gros globe, eh bien lui, il va arriver lors de la saison 2011-2012. Quelques chiffres, Émeric, sur cette saison-là ? Donc sur cette saison, Martin termine premier pour son premier gros globe. Il remportera au total 8 courses. Le gros globe du sprint est également celui de la poursuite. Et contrairement à la saison précédente où il avait gagné un point de précision au tir sur la saison d'avant, cette fois-ci, il perd un tout petit peu plus d'un point pour redescendre à 84,3% de réussite. Et il va donc s'imposer, hein, Martin, devant Emil Svensson, hein, n'est-ce pas, Romain ? Un écart de seulement 65 points entre Martin et Emil Svensson. Bon, ça a été assez chaud jusqu'à la fin et même tout au long de la saison entre Martin et les Norvégiens. Je dis les Norvégiens car au début de la saison, c'est bien Tarjei Bø qui dominait cette Coupe du Monde. Puis ensuite, sur le mois de janvier, il s'est un peu plus mis en retrait pour que Emil Svensson prenne la tunique de leader. Mais voilà, toujours Martin était toujours dans les parages. Il y a eu ce mano à mano ensuite entre Martin et Emil Svensson sur le mois de janvier-février. Il se donnait, il se redonnait la tunique. Puis Martin a récupéré juste avant les mondiaux de Ruhpolding le dossard jaune et Emil Svensson n'a rien pu faire et Martin a comme ça filé vers son premier gros globe. Même si ça s'est joué, tout était encore jouable sur la dernière étape. Hein. C'est ça, Martin validera le gros globe, son premier général, sur l'avant-dernière course, sur la poursuite, qui d'ailleurs il remportera devant Arne Pfeiffer. Donc ça a été assez chaud, voilà, vraiment jusqu'à la fin, où il y a vraiment eu un combat entre les deux. Et d'ailleurs, après, oui, vas-y Romain, vas-y. Et d'ailleurs, après l'obtention de son globe, Martin, qui disait donc, dans son livre que jamais il ne rejouera le gros globe tellement c'était épuisant, tellement c'était trop dur de lutter toute une saison pour gagner le général. Mais bon, après on sait que... Heureusement, il ne s'écoutera pas. Voilà, après, voilà, il s'est pas écouté et on a vu ce que ça a donné. Ok. Et Émeric, hein, il me semble aussi que la famille Fourcade a été à l'honneur, hein, sur cette saison-là. Hein. Une famille au top, en effet, oui, parce que ça sera le premier, sur cet hiver, le premier podium réunissant Simon et Martin. C'était les deux frangins. Lors du sprint de Nové Mesto, sur lequel Simon avait pris la 2e place, juste devant son petit frère, 3e. D'accord. Et une autre victoire fourcadesque, hein, également sur cette saison. Hein. Tout à fait, donc Martin a remporté le général, le globe du sprint et celui de la poursuite, mais il n'est pas le seul Fourcade cette saison-ci à remporter un globe, puisque
son grand frère remporte celui de l'individuel, sans même avoir remporté la moindre course de cette spécialité sur l'ensemble de la saison, quoi. Une performance assez atypique. Ouais, mais bon, ce qui prouve qu'il aura été régulier sur les différentes individuelles de la saison. Et d'ailleurs, pour revenir sur le sprint, le podium des deux frères Fourcade, ils avaient également fait dans la foulée un nouveau podium sur la poursuite de Novi Mesto. Ils avaient fini 2 et 3, je crois encore, mais il y avait eu en fait un problème de cible pour Arne Pfeiffer, et du coup il avait été reclassé sur cette course et il avait finalement fait chuter un Fourcade du podium. Donc on aurait pu faire voilà, deux podiums en 2 courses pour la fratrie. Ça aurait été beau. Ouais. Ben voilà ce qu'on pouvait dire donc pour cette première saison couronnée de gros globes de cristal pour Martin Fourcade. On va passer à la saison suivante, la saison 2012-2013, et cette fois-ci, eh bien le Catalan est un véritable ogre, Émeric. Un véritable ogre, donc on le remarque déjà premièrement avec sa moyenne de tir qui va faire un bond assez fulgurant, puisqu'il va passer à presque 90% de réussite au tir, plus exactement 89,75. Sur l'ensemble de la saison, donc il récoltera au final son deuxième gros globe de cristal. Il réussira son premier grand chelem en remportant tous les petits globes des spécialités. À cela, il faut ajouter quand même la bagatelle de 10 victoires sur l'ensemble de la saison sur les formats individuels. Une saison incroyable. D'ailleurs, quelques faits marquants, Romain, sur cette saison 2012-2013 ? Il y a 2 courses pour moi qui sont importantes, on va dire, qui suivront après pour la saison suivante. C'est sur l'étape pré-olympique de Sochi, où il marque carrément de son empreinte cette étape en remportant les 2 courses individuelles au programme, donc un sprint et un individuel. Et voilà, on sait en plus que ça donnera la saison suivante avec 2 titres olympiques en Russie. Mais voilà, pour refaire un point sur la saison, ça a vraiment été une saison assez exceptionnelle pour Martin, passant pour la première fois la barre des 10 succès. Une marge considérable d'avance au général sur Emil Jensen, son dauphin. Il est relégué à 421 points au général, c'est assez énorme. Prodigieux. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, Emil Jensen avait un peu loupé la fin de saison, il avait loupé pas mal de courses, mais après on peut aussi toujours se demander où étaient les autres. Donc ça reste quand même une performance quand même énorme de la part de Martin, et qui réalise donc son premier grand chelem de cristal. Beaucoup de podiums aussi. Oui, beaucoup de podiums, à une saison, 19 podiums, c'est ça, sur 26 courses. C'est fou. Donc une très belle moyenne. Et Martin donc réussit son premier grand chelem de cristal, comme on avait fait par le passé une Magdalena Forsberg, Thora Berger ou un Raphaël Poiré. Tout à fait. Et pourtant, Romain, cette saison-là, Martin Fourcade avait décidé de ne pas la consacrer exclusivement au biathlon, c'est ça ? Exactement. Martin avait également comme ambition de participer au championnat du monde de ski de fond cette année-là, comme l'avait très bien fait auparavant un certain Ole Einar Bjørndalen. Pour cela, déjà, Martin devait se qualifier parmi les Français pour accéder au moins déjà à une manche de Coupe du Monde, ce qu'il fera très bien à la mi-novembre, où il terminera 6e, mais surtout 2e français de cette manche en Norvège. Donc ce qu'il est qualifié pour une étape de Coupe du Monde, et il participera donc à la première étape de cette saison sur le circuit de ski de fond, et il terminera 47e, une place honorable pour une première sur ce circuit, qui lui permettra d'avoir son ticket pour les championnats du monde 2013. Mais finalement, Martin décidera de ne pas y participer au vu donc de la place de ces championnats du monde qui étaient vraiment collés à ceux des mondiaux de biathlon. Et il y avait, comme on disait, cette lutte avec Emil Jensen au général. Donc Martin mettra plutôt de côté donc, la partie ski de fond et se concentrera finalement exclusivement sur la partie biathlon. Oui, et puis pour l'anecdote, il me semble qu'une place lui avait été réservée sur le relais, justement, en ski de fond de ce championnat du monde, sans qu'il participe à d'autres courses. Il avait décliné la proposition par respect pour les fondeurs de l'équipe de France qui étaient là depuis des années et des années. Et c'est tout à fait après, Martin, de sa part. Il s'entend très bien avec le groupe ski de fond de l'équipe de France. Il est ami déjà avec pas mal et je ne pense pas qu'ils auraient pris ça pour Bien sûr, mais par respect pour le 4e qui a été mis sur la touche, il a préféré
ne pas y participer. Donc une saison incroyable, hein, on l'a dit, Grand Chelem de Cristal, deuxième victoire au général, une marge considérable. Et pourtant, hein, eh bien, cet élan va se poursuivre hein, dès la saison d'après. Nous sommes alors en 2013-2014. Émeric, quelques détails. Quelques détails, donc oui, pour cette saison 2013-2014. Donc c'est la 3e saison que Martin remporte le général. 3e gros globe consécutif, donc. À cela, il faut ajouter 3 petits globes pour le sprint, la poursuite et la mass start. Sur l'ensemble de la saison, ça sera tout de même 7 victoires et une moyenne de tir qui a un petit peu baissé pour passer à 88,03%. Au général, il remporte donc le classement avec 292 points tout de même d'avance sur son adversaire de longue date, Emil Svensson. Une bien belle saison, hein, donc, hein, mais qui aura connu quelques hauts et quelques bas, hein, Romain. Des hauts et des bas pour Martin sur cette saison. Alors, toujours plus de hauts quand même que de bas. Oui, bien quand sûr. Même. Déjà des hauts, pour commencer, forcément, on peut qu'évoquer ces Jeux Olympiques de Sochi où il remporte 2 titres olympiques. On en a parlé plus précisément en profondeur, en tout cas dans le premier podcast consacré à Martin. Oui. Mais en plus de ces JO, on se souvient forcément aussi de cette première étape au Grand Bornand, où Martin évolue pour la première fois devant son public sur le circuit de la Coupe du Monde. Par ailleurs, cette étape avait été annulée 2 ans de cela pour faute de neige. Il n'y avait pas de neige malheureusement à cette période. Donc, Ce qui est assez pratique pour faire du biathlon, hein, d'avoir un peu de neige, c'est vrai. l'étape du Grand Bornand avait été annulée à cette époque. En ce qui concerne donc les résultats de Martin sur cette étape, il fait une étape correcte, mais on peut dire je pense qu'il aurait rêvé mieux, il aurait Oui, loin de espéré ses faire mieux standards, devant oui, son oui, public, en obtenant tout de même donc, une 3e place sur le sprint, c'est un très beau podium. Donc. Puis sur le poursuite, ça a été un peu plus compliqué en prenant la 16e place. Puis c'était en ouverture, donc le Roléum, il terminera à la 5e place avec les copains. 5e donc. D'accord. Pour ce côté, cette belle première à domicile en France. Et on parle de la France, hein, justement, un petit souci, je crois, hein, sur un relais mixte français. Hein. Oui, je vous disais lors des derniers podcasts que je faisais encore des cauchemars, et notamment le relais homme des mondiaux de Sorssoun en 2019. Mais je pense que justement Martin a fait lui aussi des cauchemars et en fait encore toujours. Un relais mixte qu'il a complètement planté, on peut dire. Pour remettre les choses dans leur contexte, Martin part en dernier relayeur. Ses coéquipiers ont fait un boulot incroyable. Martin arrive sur son dernier tir avec 1 minute 40 d'avance sur ses plus proches poursuivants. Un boulevard, quoi. Donc oui, c'est ça, un boulevard hein, pour Martin. Il n'a plus qu'à mettre ses 5 dernières balles et filer vers la victoire. Donc on se dit que logiquement, rien peut lui arriver. Et pourtant, Martin va connaître un trou noir incroyable. Malgré, voilà, il y a quand même... on sait que le pas de tir de Storsund est traître avec certaines rafales qui peuvent le piéger. Mais là, Martin est complètement passé à côté. Pour vous dire, il loupera ses 4 premières balles. Et ces balles de pioche ne permettront pas de limiter la casse, si je puis dire, parce que en plus il oubliera même de tirer sa dernière balle de pioche, ce qui lui coûtera malheureusement 2 minutes de pénalité. Il ressortira de l'anneau donc en 3e position, il franchira la ligne d'arrivée à cette même place, mais comme je l'ai dit précédemment, il reculera au fur et à mesure que les concurrents passeront derrière lui avec ces 2 minutes. Et il finira à la 5e place. Et c'est un début de saison compliqué pour Martin. Comme quoi, hein, même les meilleurs peuvent passer à travers sur certaines courses. Voilà, donc pour cette saison 2013-2014, couronnée de succès, comme va l'être la prochaine, hein, la saison 2014-2015, même si, on va y revenir, hein, une pré-saison assez mouvementée va attendre le Catalan. Avant d'évoquer ce sujet, Émeric, un petit point sur ces statistiques de l'année 2014-2015. Petit point habituel, donc c'est le 4e gros globe consécutif pour Martin Fourcade. Cette année, il le remporte avec 64 points d'avance sur le russe Anton Chipoulin. On change de dauphin. On change de dauphin, effectivement. Il remporte également le petit globe du sprint et de la poursuite. À cela, il faut ajouter 8 victoires sur l'ensemble de la saison.
et une moyenne de tir qui commence à devenir assez régulière et stratosphérique, puisqu'il est à 89,73% de réussite. Ah oui, oui, en effet. Et non, mais d'ailleurs, soulignons que c'est le premier biathlète à remporter 4 fois consécutivement le Gros Globe chez les hommes. Oui, car chez les dames, on aura une certaine Magdalena Forsberg qui le remportera 6 fois consécutivement, comme le fera plus tard Martin. Donc Émeric, tu nous as souligné que Martin Fourcade avait gagné ce général avec 64 points d'avance, ce qui est une belle avance, mais qui est quand même assez loin des écarts du passé. Et pour cause, la saison de Martin Fourcade a été lourdement perturbée par une maladie. Perturbé, oui, exactement, c'est le terme, puisque durant sa préparation, Martin Fourcade a été touché par une mononucléose. Rien que ça. Rien que ça, ouais, qui a pourri, disons-le, une bonne partie de sa préparation. Et bon, comme on le sait, au final, il a tout de même réussi à triompher de ses adversaires, mais avec une marge moindre. Et oui, parce que cette maladie, comme on le disait, l'a suivi toute la saison. Pourtant, le début de saison 2014-2015 début plutôt bien, des succès et tout, mais on le voit, la septième étape qui se déroule à Nové Mesto, donc on est bien avancé dans la saison. Il y a seulement 6 points d'écart entre Martin Fourcade et Simon Schempp, un écart minime, justement, à quelques étapes de la fin. Et d'ailleurs, c'est Simon Schempp qui va devenir un adversaire redoutable pour Martin Fourcade. Et bien, à l'intérieur de cette saison 2014-2015, il va y avoir une sorte de passation psychologique, justement, entre le catalan et l'allemand. Romain, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Une passation psychologique entre les deux hommes au travers d'une poignée de main qui aurait pu paraître anodine, mais qui finalement se montrera déterminante sur la suite et la fin de la saison. Ça se déroule sur l'étape d'Oslo, donc à la veille de cette étape. À cette époque, donc Martin est en mauvaise posture au général, enfin en tout cas dans une mauvaise dynamique. Il est en tête, mais avec seulement 6 longueurs d'avance sur l'allemand Simon Schempp, qui revient sur lui à une rapidité éclair. À la veille de la première course, une télé allemande décide d'organiser une interview croisée entre les deux hommes, ce que refusera Martin, préférant plutôt une interview classique, on va dire, face à face, seul face aux journalistes, oui. Donc après que Simon Schempp ait terminé son interview, donc c'était au tour de Martin de passer face aux journalistes, mais celui-ci a quand même voulu filmer une poignée de main et oui, entre les deux hommes. Souvenez-vous, le Covid n'a pas toujours existé et fut un temps on avait le droit de se serrer la main. Oui, c'est ça, on pouvait encore faire des gros câlins avant le Covid. Et donc Martin, les deux hommes vont se serrer la main, mais dans cette poignée de main finalement, Martin va sentir une énorme fébrilité de la part de l'Allemand, qui était même, il se sentait même très mal à l'aise et n'osait même pas affronter le regard de Martin. Et donc pour Martin à ce moment-là, c'est vraiment sur cette poignée de main que le rapport de force s'inversera entre les deux. Et le futur le prouvera, car depuis cette poignée de main, Martin remportera... Enfin, en tout cas, Martin devancera à chaque fois l'Allemand, sauf sur la mass start des mondiaux où l'Allemand terminera 8ème et Martin 10ème. Mais sinon, l'Allemand coulera tout au long de la fin de saison et au final, il terminera même 4ème du général à 250 points de Martin. Il y a eu un impact psychologique autour de cette anecdotique poignée de main, mais qui aura de lourdes conséquences. Oui, Martin décrit très clairement cette scène dans son livre. Après, voilà, c'est le ressenti de Martin. Je ne sais pas si Simon Schempp a le même ressenti. En tout cas, si c'est pour lui cette scène, cette poignée de main qui a eu un impact sur cette fin de saison, sur sa fin de saison. Et en tout cas, ça l'est pour Martin. Juste pour rajouter un truc, du coup, après cette poignée de main, le lendemain, il y avait une course, l'individuel. Martin avait tiré le dossard 1. Il fera le 20 sur 20. Il franchira la ligne d'arrivée le premier et sera déjà déclaré vainqueur, tellement il aura fait une course parfaite et que personne ne pourra en tout cas, faire mieux que son temps. Et alors que pendant ce temps-là, Simon Schempp terminera aux alentours de la 30e place, je crois. Donc voilà, pour vous dire que l'impact a eu des conséquences à l'immédiat, dès les heures qu'on suivit cette poignée de main.
Très bien, encore une fois, on achève une nouvelle saison, couronnée de succès pour Martin Fourcade. On passe à la saison 2015-2016 et Aymeric, Martin retombe dans ses bons travers. Il va de nouveau réaliser le Grand Chelem de Cristal. Un nouveau Grand Chelem de Cristal, le 5e. Donc pour cette 5e saison avec un gros globe de cristal à la clé, Martin réalise quand même encore une fois une saison avec 10 victoires et surtout un nouveau Grand Chelem de Cristal, le 2e de sa carrière, dites-vous bien. C'est quand même assez exceptionnel. C'est le seul. Non, là, c'est plus un accident. Là, c'est plus un accident. Là, on peut se dire que c'est vraiment un des tout meilleurs de l'histoire du biathlon. Et son dauphin n'est plus le même, c'est ça ? Son dauphin n'est plus le même, puisque au général, il devancera de 331 points un certain Johannes Beu. Ouais, je ne sais pas si on peut dire que Martin a un dauphin sur cette saison, vu l'écart énorme qu'il a avec Johannes Beu. Avec un tel écart, non, je doute qu'on puisse parler de dauphin. On peut parler de premier des autres. Deux classements, le classement du premier, puis le reste, ça nous rappelle notre bonne vieille Ligue 1 de football. Exactement. Notamment, et donc l'arrivée de Johannes Beu, des statistiques de tir, Aymeric, sur cette saison ? Ouais, des statistiques de tir toujours aussi bons, puisque Martin tourne encore une fois de plus à plus de 88% de moyenne, plus exactement à 88,79. Eh bien, rien que ça. Merci Aymeric. Eh bien, encore une fois, Martin ne va pas se consacrer uniquement au biathlon cette année-là, enfin plutôt en pré-saison. Il va de nouveau disputer une course de ski de fond en Norvège puis en Finlande. Il se classera quand même 22e sur un 10 km libre, un comptant pour la Coupe du Monde, ce qui n'est pas une maigre performance. L'occasion de vous livrer également une petite anecdote, comme je l'ai dit lors du précédent podcast, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Martin Fourcade lors d'un live organisé par l'équipe, et justement j'avais pu lui poser la question de savoir si c'était pas un regret pour lui de ne pas avoir pu davantage faire de ski de fond en Coupe du Monde, notamment sur la saison 2014-2015. Romain l'a évoqué avec sa mononucléose, c'était prévu qu'il y participe davantage, et puis cette maladie lui a un peu coupé les jambes. Et en fait, sa réponse a été assez claire. Non, il n'a pas vraiment de regrets. Il voulait aller plus sur la Coupe du Monde de ski de fond pour se confronter à des fondeurs très très rapides. Et justement, l'arrivée de Johannes Beu sur le circuit Coupe du Monde va lui laisser moins de regrets, car il va trouver un adversaire à sa taille justement sur les skis. Voilà, c'était pour vous raconter cette... Et aussi, d'ailleurs, pour l'anecdote, l'équipe de France surnomme Johannes Beu la torche. D'accord, tu sais pourquoi, non ? Alors il surnomme comme ça, je pense, par rapport à sa vitesse sur les skis, mais aussi, aussi par rapport à sa couleur de cheveux, je pense. Certainement. D'accord. On va s'arrêter là, on va pas éviter d'avoir des problèmes. Alors, cette saison 2015-2016, bon, bien c'est tout simplement la première saison où le biathlon est diffusé sur l'équipe 21 à l'époque, qui ne s'appelait pas encore la chaîne L'équipe, ce qui va avoir des conséquences médiatiques assez folles. Je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous êtes des grands suiveurs du biathlon sur la chaîne L'équipe, et Romain, Martin va en profiter pour battre un nouveau record national pendant cette saison. Oui, sur cette saison, Martin égalera et même dépassera le record de victoire d'un Français sur la Coupe du Monde. Un record qui a été détenu à l'époque par Raphaël Poiré, qui comptait 44 victoires. Tout d'abord, Martin égalisera donc ce record sur l'étape de Presque Isle sur la poursuite aux États-Unis. Une course particulière pour Martin, car sur cette course, il endossait également son 100e dossard jaune, donc ce qui n'est pas rien, qu'on rappelle sa deuxième peau, comme on peut dire. Et puis ensuite, il dépassera et s'appropriera le record de victoire lors des mondiaux d'Oslo sur le sprint. Et donc voilà, après, c'est une stat qui ne compte pas ses victoires aux Jeux Olympiques. Sinon, il faut remonter quelques semaines avant sur l'individuel de RuPauling pour arriver à ce chiffre de 44 victoires. Mais voilà, comme Raphaël Poiré ne compte pas de titre olympique, on se base seulement sur les courses en Coupe du Monde, et cette symbolique avec le dossard jaune est encore plus belle.
Et justement, hein, cette course, hein, comme je vous le disais précédemment, hein, devant les caméras de l'équipe 21 à l'époque, hein, où le succès médiatique a commencé à prendre. En parlant de succès médiatique, Émeric, tu as quelques records d'audience justement de cette chaîne, l'équipe. Tout à fait. Donc il faut savoir que comme c'est la première saison, les records vont commencer à s'établir à partir de là. Et sur cette première saison, on a déjà une course, donc la Mastart des championnats du monde, qui va réunir la bagatelle de 1 100 000 personnes en moyenne sur l'ensemble de la course. Et sur la TNT, c'est énorme, hein, énorme. Pour la TNT, c'est énorme. Et cette audience reste encore à ce jour dans le top 10 des plus grosses audiences de la chaîne. Mais ce n'est pas la plus grosse audience biathlon sur l'équipe 21, puisque la Mastart d'Antolz lors de la Coupe du Monde 2017-2018 a réuni tout de même 1 300 000 personnes. Et ce record se classe tout de même 3e des plus grosses audiences de la chaîne de l'équipe 21. Ouais, c'est fou de se dire, comparer le nombre de licenciés qu'a ce sport, voilà, une centaine, 200, 300, je crois, et que chaque hiver, celui-ci rassemble des millions de téléspectateurs devant leur télé. Et même si c'est un sport voilà, qui plaît, qui est plaisant à regarder. Ça faisait partie des arguments de Martin Fourcade, hein, lorsqu'il a démarché l'équipe, justement, en disant que ce sport était très télégénique. Alors attention, hein, il n'est pas apparu sur nos écrans qu'à cette saison-là, hein. Il existait depuis Eurosport depuis des années et des années. Mais bien sûr, on était sur des chaînes payantes, hein, donc plus compliqué à suivre. Ou alors sur les Jeux Olympiques, c'était diffusé sur les chaînes. Oui, sur le service public, oui, qui est c'est une obligation d'ailleurs pour que ça soit sur une chaîne gratuite. Oui, et aussi d'ailleurs, les championnats du monde 2015 à Conchalarty avaient été diffusés sur France Télévisions, sur France 4. D'accord, qui diffuse également les mondiaux de ski alpin, hein, également France Télévisions, ouais, donc des bien belles audiences, souvent l'après-midi en plus, hein, je vous rappelle, hein, sur les plus grosses audiences télévision, ce sont généralement en prime time ou le soir, hein, et dépasser le million l'après-midi, quand c'est pas du foot ou du rugby, c'est un très très bel exploit. En quelques années, on peut dire que le biathlon est passé d'un sport mineur à un sport majeur pour les Français durant l'hiver. Et tout cela en grande partie dû à l'homme de notre podcast qui a ramené la lumière sur ce sport en France. Et pourtant, l'homme de notre podcast, il va pas être très content à la fin de cette saison. Ah oui. Oui, je crois que tout le monde a bien compris. Du moins, si vous ne l'avez pas encore compris, je suis sûr que si je vous parle de Siegfried Mazet, c'est un nom que, chers auditeurs, vous connaissez forcément. Hein, et justement, Romain, Siegfried Mazet, il va décider de partir et puis pas n'importe où. Exactement, Damien. Siegfried Mazet annoncera la nouvelle lors de la dernière étape de la saison à Cantimantic. Il réunira dans une chambre l'ensemble donc, de ses troupes, et dont Martin évidemment, et il annoncera qu'il quitte le groupe France après 8 années de bons et loyaux services pour rejoindre la Norvège, l'ennemi juré si on peut dire de la France, pour coacher notamment un certain Johannes Bö, et dont il est toujours l'entraîneur actuellement, et on a vu ce que ça donnait ces dernières saisons. Et oui, hein, et puis on le sait, ça a été vu dans de nombreux journaux, dans le livre de Martin Fourcade également. Hein. Le Catalan va très très mal digérer cette nouvelle. Émeric, est-ce que toi tu comprends le choix de Siegfried Mazet de rejoindre cette Norvège, ou est-ce que pour toi c'est aussi une sorte de trahison comme a pu le vivre Martin à l'époque ? Alors je comprends que Martin ait pu le vivre comme une trahison, parce que c'était son entraîneur, il n'avait pas envie en quelque sorte de le donner à l'équipe adverse, quoi. Bah, oui. Mais au fond de moi, non, pour moi je l'ai pas. Tu l'as pas vraiment vécu comme ça, une trahison, non, parce que tout d'abord c'est un travail, hein, s'il a eu une meilleure offre ailleurs, je trouve ça logique qu'il y aille. Après c'est un choix, hein. Il a le droit de faire ce qu'il veut, il n'est pas attaché pieds et poings liés à l'équipe de France, donc il n'y a pas à lui en vouloir d'être parti. Et c'est difficile de dire non à la Norvège, hein. C'est un peu voilà, l'Eldorado du biathlon, la terre du nordique. Voilà, c'est comme si un joueur de foot avait comme proposition le Barça et le Real Madrid qui voulaient le recruter. C'est impossible, c'est difficile de dire non. Et là, c'est la même chose. Même voilà, je pense que Siegfried avait fait le tour de la question
pour l'équipe de France. Ça faisait 8 ans qu'il était entraîneur. Il y avait peut-être une lassitude qui s'installait pour le coach français. Il avait surtout tout gagné avec Martin et je pense peut-être qu'il avait besoin voilà, d'un nouveau défi, d'une nouvelle aventure. Et quant à la Norvège qui se positionne pour te recruter, forcément, voilà, tu ne peux, voilà, c'est difficile de dire non. Même si oui, c'est sûr que la feuille de paye est peut-être plus importante, mais moi ça me pose pas de problème. Voilà, il fait du très bon boulot, il a une très grosse opportunité, qu'il en profite et moi je lui en veux absolument pas, même si je peux comprendre évidemment la réaction de Martin, qu'il est pris sur le coup comme une trahison d'aller chez ses vieux ennemis. Après, Martin en veut surtout aussi à la fédération norvégienne, car pour lui, il trouve que c'était une façon de déstabiliser Martin, de lui enlever donc son coach. Et au final, on verra bien dans le futur que finalement, ça l'a rendu encore plus fort, au final, avec l'arrivée de Franck Badiou. Et juste pour la petite anecdote, donc j'ai été au Grand Bornand lors de la saison 2017-2018, au bord des pistes. Et Oh la chance. la chance, ouais. J'habite pas loin, donc ouais. Et à l'époque, le public était encore un petit peu hostile envers ce qu'avait fait Siegfried, le fait d'aller en Norvège. Et je me souviens, bon, c'est quelques personnes, faut pas faire une généralité, mais je me souviens, oui, de quelques personnes qui le sifflaient au moment où il est venu sur la piste, enfin se mettre en bord de piste pour donner les indications à l'équipe de Norvège. Alors que cette année, j'y suis retourné donc encore au Grand Bornand, et il semblerait que la pilule soit enfin passée et que les supporters français aient enfin compris que ce n'était que du biathlon et qu'il fallait pas en faire tout un pataquès. Et ils ont enfin digéré, et j'ai trouvé le public beaucoup plus tranquille avec lui, même prendre des photos. Après, je pense que c'était encore tout frais lors de la saison 2017-2018, mais Exactement, ouais. surtout qu'il y avait voilà, ce combat entre Martin et Johannes pour le général de la Coupe du Monde. C'était très serré. Donc malheureusement, voilà, ça amenait un peu plus D'hostilité, d'animosité ouais. entre le public Exactement. et les Norvégiens. Mais ensuite, voilà, les personnes voilà, se sont rendues compte voilà, que c'était que du biathlon et aussi que Johannes, au travers aussi de son coach, c'était un super athlète, voilà, très sympa, très convivial, enfin très gentil, quoi, super drôle. Et voilà, je pense que les gens Il y a ont tourné la page désormais. cet aspect-là est important. Faut pas l'oublier non plus évidemment, très bon exemple, Romain, tout à l'heure, quand tu parlais pour un entraîneur, un joueur, de refuser un club comme Barcelone ou le Real Madrid, forcément, c'est compliqué. Mais c'est qu'aussi, Siegfried Mazet, depuis 2 ans, a les résultats. Il a montré que par son choix, bon, il fait ce qu'il veut, hein, il est grand, hein, on n'a rien à dire, mais il a montré que son choix a été le bon, parce que mine de rien, on voit ce qui est devenu Johannes Bö, entre autres, hein, et l'équipe de Norvège. Donc voilà, forcément, c'est toujours plus simple de se représenter devant un public quand on a réussi, en plus, quoi. Et Johannes est tellement au-dessus ces dernières saisons que Et puis, voilà, un respect s'est installé entre tout le monde, entre Johannes et public, et évidemment oui, aussi peut-être que avec si Siegfried. Martin Fourcade s'était pas exprimé à ce sujet-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu un ressenti Je pareil pense, aussi ouais. de la part du Ouais, public. ouais. C'est forcément. Et puis, bon, bah, la comparaison, enfin, c'est la Rolls-Royce, hein, la Norvège, tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas du tout les mêmes infrastructures, c'est pas la même culture. Pour les suiveurs du biathlon depuis quelques années, pour rappel, hein, j'ai pas la date exacte, mais le camion de fartage, l'équipe de France, ça fait pas des lustres que la sélection a son propre camion, hein. Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé, il me semble, au début des années 2010, peut-être. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Et ça, c'est hein. même encore plus récent, hein, le camion de fartage de l'équipe de France a été inauguré juste avant la saison 2017-2018, donc celle du Grand Bornand. Voilà, hein, l'époque des Raphaël Poiré et compagnie, les camions de fartage étaient partagés, c'était pas les mêmes conditions. D'ailleurs, Martin le dit lui-même, hein, dans son livre, quand il parle de sa jeunesse et de sa formation. C'est pas simple pour un jeune biathlète qui habite pas sur place de partir, de se faire financer ses études. Enfin, le biathlon, c'est pas, voilà, c'est un sport qui a de plus en plus de notoriété, mais qui n'a pas des moyens financiers. En France, hein, je parle en France, énorme. Donc, forcément, Siegfried Mazet, bon, bah, on lui propose la Norvège, c'est
plus qu'attirant. Hein. Moi, je comprends tout à fait. Après, je comprends aussi, comme disait Aymeric, la réaction de Martin, hein, qui s'est senti trahi, et aussi cette tentative de déstabilisation qui, au final, hein, on va le voir très 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 vite, a été un échec pour la nouvelle saison qui arrive, 2016-2017. Alors, Aymeric, là, hein, record. Ouais, là, c'est pas football champagne, c'est biathlon champagne, hein, carrément, pour Martin. Hein. Biathlon Champagne, oui. 6e gros globe, tout simplement. Encore un grand chelem de cristal. Tous les petits. Une première place avec 404 points d'avance sur Anton Chipouline. Deuxième fois qu'il finit deuxième derrière Martin. Sur l'ensemble de la saison, c'est 14 victoires individuelles. Avec aussi, on peut le dire, hein, une victoire en relais mixte simple. Et une victoire en relais homme. Et une stade de tir qui va devenir, une fois de plus, stratosphérique, puisqu'il va passer la barre. Avec donc un nouvel entraîneur, hein, bien sûr. Oui, avec nouvel entraîneur, Franck Badiou. Il va passer au-delà des 90%. Exceptionnel. Et même être pas loin des 91%, puisqu'il est à 90,71% de moyenne au tir. Ouais, il a une saison tout simplement incroyable. Donc merci Aymeric. Hein, sur un point de vue purement personnel, cette saison c'est aussi la naissance de sa seconde fille, à Martin Fourcade, hein, Inès, hein, notamment. Forcément les gars, hein, le nombre de victoires, hein, qui est un record à l'époque, qui sera battu par Johannes Beu pas longtemps après, mais qui est donc le record. Est-ce que Romain, toi tu as un moment sur cette saison qui t'a marqué ? Un moment, même plusieurs moments que je retiens sur cette saison pour Martin, tellement Oui. Voilà, cet hiver a été riche en succès et en performance. Déjà, il y a ce mois de décembre une course invraisemblable où il remporte toutes les courses, où il en manque une, je crois, un succès, sinon il archi-domine ce premier mois de décembre où il part en vacances de Noël déjà quasiment assuré de remporter le général. Il y a également la poursuite d'Oberhof où il fait une prestation assez incroyable, où il aura même les félicitations en plateau donc de Raphaël Poré qui lui dira que c'était une course d'école. Il était parti 8ème de la poursuite en tout cas, et il avait remonté, et même malgré le vent il avait fait des tirs incroyables et une performance à la Martin Fourcade. Et enfin il y a aussi cette fameuse mass start à Oslo pour terminer l'hiver qu'il remportera avec des chargeurs vides au départ. Ah oui, cette fameuse course où il lève la main, c'est ça, et finalement, il aurait pu être disqualifié, hein, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, Martin se présentait sur son premier tir couché à la cible numéro 1. En voulant mettre un chargeur, il s'est vite rendu compte que celui-ci était vide. Donc du coup, le réflexe de Martin était donc de lever la main derrière lui. Et c'est finalement son coach, Jean-Paul Jacquinot, qui lui envoyait un chargeur. Ce qui est totalement interdit. Oui, c'est totalement interdit. Normalement, c'est un officiel qui te donnait en main propre le chargeur plein à Martin, et non le coach qui va le lancer. Et pour cela, Martin aurait très bien pu être tout simplement pénalisé et même disqualifié de cette course. Et ce qui sauvera Martin, c'est que, encore une fois, on parlera du fair play du biathlon, hein, mais c'est que aucun athlète n'a porté réclamation, hein, je crois, hein, c'est ça. Et l'Allemagne, oui, aurait très bien pu d'ailleurs porter réclamation, car si on se souvient bien, sur cette dernière course de l'hiver, donc le général a été joué, certes, mais le petit globe de la mass start, pas du tout, car ce n'était pas Martin qui avait le dossard rouge sur ses épaules, mais le dossard était plutôt sur celle de Simon Schempp, qui avait par ailleurs remporté la dernière à Orphilsen, dont il remporte donc le titre de champion du monde. Donc l'Allemand possède que quelques points d'avance sur le Français. Mais voilà, comme on se rappelle du déroulé de la course, l'Allemand va complètement se louper et Martin va remporter cette dernière épreuve et qui va lui permettre de reprendre ce dossard rouge et faire le grand chelem. Mais il y avait toujours quelques interrogations à la fin de course pour savoir si les Allemands allaient porter réclamation ou pas. Mais finalement, ils décideront de ne pas le faire. Et ce qui prouve peut-être aussi que Martin Fourcade est un biathlète quand même très apprécié au sein de la caravane du biathlon. Oui, et après, je ne pense pas que... vu la performance de Simon Schempp et que la victoire large de Martin, je pense que les Allemands auraient été aussi un peu gênés. Voilà, même Simon Schempp aurait été gêné de porter réclamation et de regagner ce globe, on va dire, un peu au rabais, sans qu'il mérite forcément, même s'il avait fait quand même de très belles performances lors de la saison écoulée. Voilà, il s'en consolera. Donc les gars, premier du général, c'est 5e gros globe, hein, c'est ça d'affilée, 6e ? 6e. 6e. 14 victoires, grand chelem de
Cristal, 1322 points, au final 404 points d'avance sur Anton Chipouline. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est la plus belle saison de sa carrière, tout simplement? Alors, personnellement, je pense que c'est une très belle saison, mais à choisir, j'aurais pas pris celle-là. Je pense que certains en feront peut-être comme moi, mais la saison suivante sera pour moi plus jolie. Même si cette saison 2016-2017, bon, il fait un record de... Il bat le record du nombre de points sur une saison. C'est la saison de tous les records pour Martin, on peut dire. C'est la saison des records, ouais, c'est 14 victoires, ce grand chelem de cristal. Mais sur la... Là, il en est à 6, le prochain 7, c'est vraiment le record ultime. Et pour moi, c'est une saison plus marquante et plus impressionnante la saison suivante, quoi. Saison suivante. Romain, t'es du même avis? Je partage exactement le même avis qu'Emeric. Je mettrais un poil au-dessus la suivante. Même si sur cette saison 2016-2017, pour moi, il pratique le meilleur biathlon qu'il ait fait dans sa carrière, que ce soit sur les skis ou même derrière la carabine. Pour moi, ce qui m'a manqué, c'est juste l'adversité. Avec ses concurrents, il était au-dessus de la mêlée, seul sur sa planète, et même un peu trop. Voilà, il était trop intouchable et voilà, ça manquait un peu de fight durant toute la saison. Après, voilà, ce manque d'adversité, il le doit aussi qu'à lui-même. Il a travaillé dur et cet écart, c'est lui qui l'a fait. Et voilà, il n'y a rien à dire et c'est une saison exceptionnelle. Mais je mettrais quand même la saison 2017-2018 olympique Jeux de Pyeongchang quand même un peu au-dessus. Non, mais je suis d'accord avec toi, Romain, vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Bon, cette phrase est facile, mais c'est à peu près aussi. Pour moi, voilà, cette saison-là, d'un point de vue statistique, c'est la plus belle. Il n'y a rien à dire, c'est voilà. Mais d'un point de vue, je pense que ce qui fait les beaux moments aussi, c'est d'avoir des beaux adversaires, façon de parler. Ça manquait de peps. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir un combat, d'avoir du suspense, d'avoir des choses comme ça. Donc, bravo à Martin pour cette saison-là qui est, voilà, sur un point de vue, comme je dis, statistique, bilan, c'est la plus belle en Coupe du Monde, en Coupe du Monde, bien sûr. Voilà, après, je pense que, et d'ailleurs, on va l'évoquer tout de suite, cette saison 2017-2018 que vous avez évoquée pour répondre à cette question, ça reste la plus belle parce que Pyeongchang, forcément. Parce qu'avec cette adversité avec Johannes Beu surtout. Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'allais te lancer là-dessus, Emeric. Johannes Beu. Alors, Martin gagne encore. Grand chelem de cristal. Tu nous confirmeras ça tout de suite, Emeric. Mais voilà, il y a un adversaire, on l'a déjà évoqué avant, qui pointe le bout de son nez. Et l'adversité est bien présente cette saison-là, Emeric. Un adversaire et pas des moindres, puisque Martin remporte donc son 7e gros globe de cristal. Le record absolu, tous sexes confondus. Il dépasse Björn Dahlem, qui en était à 6, exact. Il dépasse Björn Dahlem quand il est à 6, Forsberg qui avait fait 6 d'affilée. Il est tout seul sur la première place du classement, quoi. Donc cette saison-là, il le remporte avec 89 points d'avance sur Johannes. C'est pour ça aussi que la beauté de cette saison, pour moi. Ouais, je vous rappelle, on était à 404 points d'avance la saison d'avant. Et là, on passe à 89. Ouais. C'est dire si la concurrence est devenue plus forte cette saison, ouais. Donc à ça, il faut ajouter 11 victoires sur l'ensemble de la saison. Encore un nouveau grand chelem de cristal, les 4 petits globes. Voilà. 23 podiums consécutifs à cheval sur la fin de la saison précédente et le début de celle-ci. Et une moyenne de tir toujours stratosphérique, quoi. 90,23% de réussite derrière la carabine. C'est magnifique, quoi. Et ça sera uniquement sur la dernière course de la saison qu'il ne montera pas sur le podium. Il a été à 2 doigts de faire une saison 100% podium en individuel, ce qui est totalement incroyable. Romain, on en a parlé de ce resserrement au classement général. Là, on est face à une bataille à deux de deux très très grands biathlètes. Alors oui, la physionomie est complètement différente pour Martin par rapport à la saison précédente. Cette fois-ci, il trouve un adversaire de taille et de quelle taille en la personne donc, de Johannes Beu. Les deux champions vont se tirer la bourre durant quasiment toute la saison jusqu'à la dernière étape. C'est un duel vraiment épique, un duel de titans comme j'ai souvent dit, qu'on a rarement vu en biathlon, surtout sur la régularité donc, de ces deux athlètes qui ont monopolisé donc, les podiums quasiment sur toutes les courses. D'ailleurs, Martin n'a loupé qu'un podium sur toute la saison, sur la dernière étape, sur la dernière course où il a relâché.
Mais sinon, c'était assez incroyable. Pour vous dire, sur le mois de janvier, Martin et Johannes ont fini à chaque fois 1 et 2 tout le temps. Ils se sont partagés les 2 premières places, sauf sur la dernière course à Antols où Johannes termine 5ème. Mais sinon, ça a été une lutte sans merci entre les deux qui s'est poursuivie au JO, mais aussi voilà, jusqu'à la dernière où finalement Martin a pris le dessus. Et ben justement, Romain, pour toi, où ça s'est joué justement? Est-ce qu'il y a eu un tournant dans cette saison? Pour moi, le tournant de la saison s'est fait juste après les Jeux de Pyeongchang sur l'étape de Kontiolahti. Pour rappel, Martin était tombé malade et il n'avait pas pu prendre le départ donc, du sprint de reprise de Coupe du Monde. Il avait une gastro, je crois, si je me rappelle bien. Et donc c'était l'occasion pour Johannes Beu donc, de reprendre de gros points sur Martin et même pourquoi pas d'endosser le dossard jaune. Mais malheureusement, Johannes Beu passera à côté sur son tir debout et il terminera au pied du podium. Et au final, ce fut même une très bonne opération pour Martin car on se rappelle, à la fin de la saison, on enlève les 2 plus mauvais résultats et ce qui du coup enlevait un gros joker à Martin. Et même aussi sur la course suivante, sur la Mass Start, Johannes Beu prenait un super départ alors que Martin le loupait complètement avec 2 fautes. Puis les 2 courbes se sont inversées. Johannes Beu a complètement plongé sur cette course en commettant 5 fautes après, alors que Martin a réalisé une course parfaite pour se terminer à une magnifique 2ème place qui était en fait à l'époque, enfin qui était comme une victoire, hein, vu sa forme qui n'était pas forcément bonne avec cette maladie. Et donc Martin à ce moment-là a pris le large sur après cette étape à Kontiolahti et Johannes malheureusement n'a pas pu revenir sur le Catalan. Autre moment fort de cette saison, Aymeric, tu nous en parlais tout à l'heure, que tu avais eu la chance d'être présent au Grand Bornand lors de cette saison 2017-2018, et donc tu as pu assister à la première victoire à domicile de Martin. Oui, à un moment, un fort moment, ouais, dans ma carrière de fan de biathlon, si on peut dire ça comme ça. J'imagine, on imagine bien. Je me souviens, j'étais avec 2 amis de la fac qui étaient venus avec moi. J'étais à l'époque en cours à Chambéry. Et j'étais placé tout au bout de la piste, au bout. Et on regardait les tirs sur les écrans géants sur un écran géant qui était disposé le long de la piste. Au moins, toi, tu avais eu le courage de regarder les écrans, ce qui n'était pas mon cas. Et le dernier tir, je me souviens à un moment de stress. Tu y étais, Romain, aussi, oui? Tu étais sur place aussi? Oui, j'étais au Grand Bornand cette saison-là. D'ailleurs, c'était ma première expérience en tant que spectateur en bord de piste sur une course de biathlon. Excuse-nous, Aymeric, vas-y. Ouais, je disais que c'était un moment plein de stress, quoi. Tout le monde était là à fond, on n'en pouvait plus. Il venait de faire 2 fois 2ème derrière Johannes. Les gens, ils avaient envie de le voir gagner, bordel. Fallait qu'il gagne chez lui. Et là, c'était une explosion de joie, quoi. C'était magnifique. Le cratère d'un volcan, il paraît, j'ai entendu. Exactement. Le Maracana en ébullition. Ouais, c'était incroyable la différence d'ambiance qu'il y avait quand Martin passait en bord des pistes, l'explosion de joie, là, la foule en délire. Et ce moment incroyable quand Martin était au tiers seul, ce silence de cathédrale. Voilà, c'était un grand moment. Hein. Ah, c'était impressionnant quand il tirait, ouais. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, la journée avait parfaitement débuté quelques heures avant, si on se souvient bien, avec la victoire de Justine Breza avant celle de Martin. C'était le 14 juillet, quoi, au Grand Bornand. Hein. Une journée bleu-blanc-rouge à domicile, voilà, un 14 juillet en plein hiver, enfin, juste avant l'hiver. Et pour moi, c'est mon meilleur souvenir au biathlon, en tout cas en bord de piste, pour la course en elle-même, parce que après, comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, j'avais eu la chance aussi d'assister au dernier titre du Roléum, et pour moi, la journée en général, avec la course, la fête après dans le chapiteau, et même la remise des médailles, pour moi, c'est ma meilleure journée sur terrain, mais c'est vrai que cette Mass Start à vivre sur place, c'était un souvenir qu'on retiendra à vie, quoi. Je pense que, voilà, c'est sûr. Au milieu donc de cette saison 2017-2018 qui achève cette partie donc sur le 7 à la suite, on passe à la partie suivante. Et la dernière, bien évidemment. On a donc achevé cette deuxième partie avec un grand sourire et beaucoup d'émotions. Pourtant, plus dur sera la chute car nous allons aborder l'avant-dernière saison de la carrière de Martin Fourcade, la saison 2018-2019.
Et celle-ci, Émeric, bien, les statistiques sont quand même beaucoup moins glorieuses. Beaucoup moins, oui, c'est la première fois depuis longtemps que l'on voit Martin chuter de sa place de numéro 1 du général. Termine 12e, rendez-vous compte. En l'espace de quelques mois, la chute est lourde pour Martin, hein. La chute est lourde, 12e à 614 points de Johannes, qui remporte son premier gros globe de cristal. Bon, il remporte quand même 2 victoires. C'est toujours bon à prendre, hein, faut se le dire. Je pense que beaucoup de biathlètes se satisferaient pleinement d'avoir 2 victoires, mais sur l'ensemble de leur carrière. Mais bon, c'est sûr que pour Martin, c'est une saison ratée, même avec 2 succès. Ah, c'est clair, il y en a beaucoup qui donneraient cher pour avoir ça. Ouais. Et derrière la carabine, c'était pourtant pas si mauvais que ça, puisqu'il était à 89,34% de réussite, donc le problème n'était pas totalement derrière la carabine, quoi. Et pourtant, hein, Romain, hein, un peu comme sa saison où il avait malheureusement attrapé la mononucléose, eh bien, ça n'avait pas si mal débuté que ça, enfin du moins sur un plan statistique. Hein. Oui, comme à son habitude, Martin démarre fort ses hivers. Il marque tout de suite son territoire en frappant d'entrée et en montrant qui est le patron à ses adversaires. Il remporte donc l'individuel d'ouverture à Pokluka, auteur notamment d'un magnifique 20 sur 20 au tir, mais sa performance sur les skis laissera quand même grandement à désirer, et même si certains observateurs évoqueront plutôt une dégradation de la piste en fin de course, mais il y avait quand même quelques doutes qui persistaient sur son état de forme, et ça se confirmera par la suite de l'hiver. Oui, Romain, et tes doutes vont vite se confirmer hein, sur cette victoire en trompe-l'œil, hein, avec une décevante 24e place sur le sprint, hein, sur cette même étape de Pokljuka, et, chose rare, un abandon sur la poursuite. Si je peux me permettre, Vas-y, Émeric. une petite anecdote, c'est seulement la troisième fois dans l'ensemble de la carrière en Coupe du Monde de Martin Fourcade qu'il abandonne une course. Pour les 2 premières fois, il faut remonter très très loin dans sa carrière, puisque la première c'était en 2009-2010 sur un sprint à Cantimansis où il n'avait pas pris le départ. Et la deuxième fois, c'était la saison juste après, en 2010-2011, sur l'individuel de Paul Lucas. Oui, donc vraiment pas habitué du tout à abandonner notre Ah, clairement pas. Martin national. Et oui, c'est pas dans l'habitude des Français de pas prendre le départ d'une course, même pour une angine ou quoi que ce soit. Et encore moins d'abandonner. Les Français, même malades, prennent le départ des courses, contrairement à d'autres pays comme les Norvégiens qui, dès qu'ils ont quelque chose, on a pu le voir cette saison avec Tyrrell, ils n'hésitent pas à faire des impasses sur des courses, quoi. Ah, ambiance. Merci Émeric. Donc du coup Martin va avoir quand même un léger sursaut très rapidement en Autriche, hein, Romain, mais malheureusement ce sursaut va vite redescendre. Oui, un léger rebond pour Martin et même plein d'espoir à l'époque. À Orphilsen, sur le deuxième site de la saison, le Catalan prenait une magnifique deuxième place sur le sprint derrière Johannes Beu. Mais surtout, quelques jours plus tard, il s'imposait même sur la poursuite. Mais malheureusement, le patron retombera dans ses travers la semaine suivante à Novi Mesto, où il terminait une lointaine 43e place sur le sprint, même si il va nous gratifier par la suite d'une très belle remontée lors de la poursuite, en remontant à la 5e place. Et oui, rechute à Nové Mesto, hein, ce mois de décembre, juste avant la trêve de Noël. Quand même une belle remontée hein, sur cette poursuite hein, qui lui permettra de passer de la 43e place après un sprint manqué encore une fois à la 5e place. Et puis... Ah oui, d'ailleurs, tiens, j'ai noté 3 belles remontées que Martin a fait durant sa carrière. Donc la première que j'avais notée, c'était en 2011 sur la poursuite d'Oslo. Il part 35e. Et il arrive à remonter jusqu'à sur le podium en terminant 3e. Ensuite, il faut revenir un peu plus proche d'aujourd'hui, puisque c'était à Antolz en 2015, où il était passé de la 25e à la 5e place, avant de réussir presque la même performance la saison suivante. Donc c'était toujours à Antolz, et il passa cette fois-là de la 28e à la 4e place, pas très loin du podium. Merci Émeric hein, pour ces statistiques remontada sprint poursuite de Martin Fourcade. Donc voilà, hein, cette remontée qui lui redonne un petit peu le sourire à Nové Mesto juste avant la trêve des confiseurs. Il y aura une mass start où il finira 9e. Il décide d'ailleurs hein, pendant cette trêve hivernale de
de partir en stage, de pas trop profiter des fêtes cette année-là. Il aura un entraîneur avec lui, je crois, Romain, sur quelques journées d'ailleurs. Oui, en la personne de Patrick Favre, son entraîneur de tir. Patrick Favre, voilà, qui va l'accompagner en espérant pouvoir Le repartir de l'avant. remobiliser. Ouais, se remobiliser en janvier. Alors en janvier, quelques accessites, 5 quatrième place, une cinquième place. Mais bon, c'est toujours pas ça. Et puis arrivent les championnats du monde d'Ostersund. Bon, on l'a évoqué dans le dernier podcast, on va pas... Il fera même l'impasse sur la tournée nord-américaine pour se préparer au mieux pour les mondiaux. Nord-américaine, voilà, pour se préparer pour ces mondiaux. Bon, on va pas revenir dessus, on vous en a largement parlé, ces mondiaux qui vont tourner à la Bérésina totale, et une fin de saison qui va s'achever sur la dernière course des mondiaux. Alors, bon, évidemment, beaucoup de choses à dire sur cette saison-là, mais nous, on va s'arrêter sur un cas un peu précis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, Romain? Quelles sont les raisons de ce coup de mou monumental? Je pense que c'est un ensemble de choses cumulées en fait. C'est 7 années de règne sans partage, de toujours être à fond, que ce soit sur le plan sportif mais également médiatique, à répondre à pas mal de sollicitations, même durant l'intersaison, avec aussi ses obligations, enfin avec Paris 2024. Je pense que voilà, ça fait énormément de choses et à un moment donné, le corps, la tête ne suffit plus et le corps lâche quoi, il ne répond plus. C'est l'extra sportif pour toi, en fait, qui a joué un rôle quand même dans cette saison. Oui, extra sportif, mais également sur le plan sportif, même comme je disais tout à l'heure, sur ces 7 années de règne où il s'est donné à fond sur les skis, à toujours voilà, défendre sa tunique jaune de leader, à donner tout, à donner le meilleur de soi-même sur les skis pour remporter à chaque fois la victoire. Et voilà, à un moment donné, je pense que tout cela fait que la machine s'est enrayée et a connu donc, cette saison galère. Un changement de coach aussi, je crois, non? Oui, pour rappel, Vincent Vitoz remplaçait Stéphane Boutiot à la tête de l'équipe de France. Et alors, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais apparemment, Martin a peut-être voulu trop en montrer à son nouvel entraîneur durant la préparation, et ce qui a peut-être conduit à, voilà, à une trop forte préparation et donc Oui, non, un épuisement forcé. c'est ça, c'est différents facteurs qui peuvent être liés. Même lui, il l'a toujours dit, il ne se explique pas réellement. Il n'a pas de cause vraiment. Sa pré-saison, apparemment, n'avait pas été plus mauvaise que ça. Voilà. Elle était même parfaite, hein. Je ne crois pas qu'il avait eu d'accro durant sa préparation. Il avait les meilleurs temps de l'équipe de France durant toute la préparation. Son état de forme était optimal, en tout cas à quelques semaines du début de l'hiver. Et tous les feux étaient au vert, hein, mais malheureusement, il sera stoppé net dans son élan. Émeric, tu es du même avis, autre chose à ajouter? Je suis complètement du même avis que Romain. Ouais. Si on peut faire l'analogie avec le monde du travail, enfin un peu plus conventionnel, Le on peut burn-out? dire. Ouais, voilà, le burn-out, c'est totalement ce que je pensais en fait. C'est un trop plein de plein de choses qui ont fait que ça a mené à ça en fait. D'accord, oui, non, mais je suis aussi d'accord, je suis aussi d'accord avec vous. Pas mal de facteurs qui ont enclenché ça. Et puis, bon, on peut parler peut-être d'une défaillance mentale, mais ça serait un peu trop facile, notamment à Östersund où on le voit. Excusez-moi l'expression, c'est tellement rare avec lui, on le voit canarder, clairement. Ses stades de tir chutent dans tous les sens. Après, on peut quand même s'imaginer que cet impact psychologique, bon, il est lié aussi à l'impact physique. Voilà, tout ce qui a pu se passer depuis le début de la saison. Il a beau avoir un mental d'acier, c'est pas non plus une machine, et forcément, une saison galère, le mental en prend un coup, et voilà. Ça prouve voilà. encore plus que c'est un humain quoi, et Exactement. du coup ça rend encore plus beau tous les records et tous les exploits qu'il a pu faire par le passé. Hein. Ouais. Et là, je ne sais pas si on peut forcément dire ça, mais ça a été, on va dire, un mal pour Martin et un bien pour l'équipe de France, car on a vu que ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais en tout cas, c'est comme si l'ensemble du groupe France avait élevé son niveau pour pallier la baisse de régime de Martin. Et donc, à ce moment-là, on a vu éclore un groupe qui a atteint un niveau exceptionnel sur la saison suivante. Ouais, mais exactement. Et cette saison, justement, en transition parfaite, Romain, merci. Cette saison 2019-2020, qui va être la dernière de Martin Fourcade? Alors, on ne le sait pas en début de saison. Les annonces ne sont pas faites. Il y a déjà quelques bruits quand même qui vont s'amonceler tout au long de la saison, Romain, je crois. Oui, en fait, après les Jeux de Pyeongchang, Martin s'était donné 2 années supplémentaires.
donc jusqu'aux mondiaux d'Antols. Ensuite, il se disait qu'il allait voir ou non s'il allait continuer ou pas. Il n'avait jamais fermé la porte 100% à une carrière allant jusqu'à Pékin. Ouais. Oui, voilà, il laissait quand même une porte entrouverte pour aller jusqu'à Pékin, mais bon, finalement, on verra plus tard qu'il s'arrêtera après cette saison qui vient de s'écouler. Et justement, hein, bon, bien sûr, cette annonce, elle n'est pas encore faite en ce début de saison 2019-2020. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça, Aymeric va nous le confirmer tout de suite, hein, c'est que cette saison, c'est l'orgueil du patron qui a parlé. Hein. Tout à fait, l'orgueil du patron. Ça aurait pu finir encore d'une façon encore plus belle. Mais bon, on va pas se plaindre de cette dernière saison déjà magnifique. Deuxième du général, à 2 points de Johannes Beu, 2 malheureux points. C'est terrible. 7 victoires tout de même. Et le globe de l'individuel, celui de la poursuite. Et une moyenne au tir. Tout simplement sa meilleure saison en pourcentage de réussite au tir avec 91,85% de réussite. Il a su se réinventer à 30 ans, 31 ans. Se réinventer comme ça justement pour se réadapter suite à une saison, c'est formidable. Romain, elle est bien partie cette saison. On a senti qu'on ne repartait pas sur les mêmes standards que l'année précédente. Hein. Oui, ça avait démarré très bien pour Martin, avant même le début de la Coupe du Monde à Souchon, où le Catalan avait remporté la Mastart. Donc tous les feux étaient au vert avant le début de l'hiver. Sur le sprint d'ouverture à Östersund, il avait pris la 5e place. Certes, il avait fait 2 fautes, mais on retiendra surtout son temps de ski, qui était équivalent à celui de Johannes Beu, donc ce qui était impensable il y a encore quelques mois de cela. Mais voilà, surtout, on retiendra évidemment cette victoire sur l'individuel. Et le fameux quadruplé. Et oui, voilà, ce fameux quadruplé français avec Martin premier, deuxième Simon Détieux, troisième Quentin Fillon-Maillet et quatrième Emilien Jacquelin. Voilà, une performance collective qui permettra d'ailleurs à Martin de récupérer son dossard jaune qu'il avait perdu le temps d'une saison. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez, sur l'individuel, Martin était parti 2 minutes après Johannes Beu et il avait rattrapé lors de son dernier tour le Norvégien. Donc pour vous dire voilà, que l'équipe de France était vraiment en très très grande forme ce jour-là. Et d'ailleurs, Johannes Beu, je crois, fera sa moins bonne performance de la saison sur cette course-là, non ? Oui, Johannes Beu avait terminé à la 10e place sur cet individuel qui était son plus mauvais résultat. Sans doute des problèmes de fartage comme les Français ont pu connaître plus tard dans la saison. Oui, c'est ça, hein, parce qu'il y en a eu. Bon, alors forcément, cette saison, vous la connaissez tous, hein, vous qui nous écoutez, hein, c'est la saison la plus récente. Toute fraîche. Voilà, c'est tout frais. Bon, on se souvient du Grand Bornand, forcément, à domicile. On le sait aussi que Johannes Beu va annoncer il l'annonce en cours de saison, hein, qu'il sera absent début janvier. Hein. Je crois pas qu'il l'annonce en pré-saison. Même quelques mois avant. Hein, même avant, d'accord. Il laisse planer le doute pendant un moment quand même. Hein. On ne sait pas s'il va être absent ou pas. Après, on ne savait pas encore s'il allait louper complètement le mois de janvier ou s'il allait faire l'impasse que sur les étapes allemandes. Il a joué à l'intox toute la saison. Ouais. Voilà, vous savez pourquoi, hein, pour la naissance de son premier enfant. De Gustave. Voilà, c'est ça, de Gustave, hein, qui était prévu début janvier. Donc évidemment, quand arrive la trêve des confiseurs, Martin a un petit peu de retard sur Johannes. On est quand même rassuré. Même si forcément on voit Johannes est au-dessus du lot. Hein. Johannes est pas meilleur ou moins bon que l'année précédente. Enfin, j'ai pas l'impression, si. Ouais, Johannes, il a quand même fait un mois de décembre assez exceptionnel. Hein. Il est parti doucement, je trouve, mais au fur et à mesure, course après course, il est monté en régime et il a jusqu'à cette Mastart incroyable qu'il a fait au Grand Bornand où il est parti tout seul dès le premier tour. C'était un chrono individuel, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Il a fait un chrono individuel comme on peut voir, un contre-la-montre comme on peut voir sur le Tour de France et il a maîtrisé la course de bout en bout. Les Français derrière faisaient leur course entre eux, mais Johannes était tout simplement invincible et voilà, même je crois que Martin, dans l'air d'arrivée, lui a dit quelques mots à l'oreille et pour lui dire que voilà, c'était vraiment le plus fort à cette période de cette saison. Mois de janvier, il était très fort aussi, je pense, mais dans un autre domaine. Changer des couches, des choses comme ça. Après, je n'étais pas là pour vérifier, mais je n'en doute pas une seule seconde. Mais en tout cas, voilà, cette absence de Johannes a profité à quelques-uns, dont Martin. C'est ça, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et Martin, alors, voilà, on a parlé...
attention, hein, opportunisme, le mot est grand, qui en a profité. Mais non seulement il va en profiter, Martin Fourcade, mais il va pas faire les choses à moitié sur les deux étapes où il n'est pas là, hein, Johannes. Ah oui, il en Brink, hein. profite de la meilleure des manières. Tout simplement parce qu'il réalise un quadruplé. Un grand chelem allemand. Ouais. Grand chelem allemand, il remporte les 4 courses. Et encore mieux, si on rajoute les relais, il ne quitte pas les 2 premières places, C'est ça. puisqu'il remporte le relais de Ruhpolding et il finit 2e sur celui d'Oberhof. Romain en parlait tout à l'heure. Va-t-il revenir à Pokljuka? Ne va-t-il pas revenir? Et non seulement il va revenir, et Romain, toi tu vas être aux premières loges pour voir ce retour de Johannes Beu. Exactement, j'avais fait le déplacement pour assister à l'étape de Pokljuka. Et quelques heures avant la première course de l'étape, on ne savait pas encore si on allait voir Johannes Beu, en tout cas dans le portillon de départ. Il était arrivé, il a débarqué. Oui, c'est ça, il était arrivé la veille, je crois, à Pokljuka, mais il y avait quand même un doute qui persistait sur sa présence ou non sur l'individuel du lendemain. On l'avait pas déjà vu à l'entraînement de la journée. Et aussi, on avait croisé Siegfried lors de cet entraînement et on lui avait demandé donc si Johannes serait là et il nous avait répondu que qu'on verra, voilà, que vous verrez. Et on a attendu et on l'a vu et il a vaincu en remportant voilà, cet individuel dès son retour. Ouais, non mais on suivait la course avec Emeric pour le site Biathlon Live, forcément, pour vous faire un résumé, et puis on échangeait tous les deux. On pensait, bon, il prend je me souviens ce qu'on s'est dit, il prend le départ, il va essayer de marquer des gros points, mais alors le fait qu'il gagne, là c'est vraiment, en point de vue supporter et voilà pour Biathlon Live, on a pris un coup sur la tête, quoi, vraiment, on s'est dit, ouh là là là. Et oui, car Johannes sera bien dans le portillon de départ et pour son retour, il signera déjà un succès. Donc voilà, il n'a pas traîné pour remonter sur la première marche du podium. En plus, en faisant ça sur un 20 km, et c'est ça que je trouve qui est très très fort en réalisant une course parfaite, que ce soit sur les skis et même sur le pas de tir. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Martin fait pas un individuel pourri, il finit deuxième avec un 18 sur 20, je sais plus, Même le 20 sur 20 pour Martin. 20 sur 20, ah oui, 20 sur... Johannes aussi, oui, ça je joue à la seconde près. Oh là là, oui, c'est Oui, vrai, il termine à une dizaine de secondes de Johannes, je crois. 11 secondes 4. 11 secondes 4, ouais. Et après un mois sans compétition, on aurait pu avoir des doutes sur ses capacités physiques Mais non. à faire un 20 km d'entrée. Eh ben, pas du tout. Il s'était entraîné le matin, il disait chez lui à Oslo. Tous les matins, il se levait plus tôt Oui, pour aller on s'entraîner. est d'accord, mais après ça... Bon, s'entraîner, c'est quelque chose, mais l'adrénaline, voilà, le rythme de la compétition, quoi, c'est sûr. Mais bon, il est revenu épanoui, on peut le dire. Il est revenu, il a vaincu. Voilà, il est revenu, il a vaincu. Alors, voici pour le retour de Johannes. Autre fait marquant, on va en parler parce que c'est quand même, on a quand même été tous choqués par cette course-là. Emeric t'en parlait tout à l'heure, le problème de fartage de l'équipe de France. On peut même dire farté au rebloche. Exactement, la catastrophe. Il va être scotché sur la catastrophe. piste, quoi, clairement. Ouais, c'est ça avec Antonin Guigona à 20 sur 20, je sais plus, qui finit 25e en ayant fait 0 faute, non, c'est pas ça? Fabien 25e et Antonin 26, ouais. Martin Fourcade, le regard noir tel qu'on peut le connaître, avec voilà, et puis Quentin aussi. Quentin, Quentin, oui, qui s'était énervé, on l'avait vu aux caméras. Oui, il avait d'ailleurs jeté ses affaires de rage après l'arrivée. Martin avait pris de la hauteur. Voilà, en disant que quand il gagnait, c'était grâce aussi à l'équipe technique et qu'il pouvait pas les blâmer. Voilà, il sait reconnaître tout le travail qu'ils font au long de la saison. Sauf que les conséquences sont graves au classement pour Martin, qui voit Johannes fondre sur lui. Fondre sur lui, même plus, car même si le Catalan arborait toujours la tunique jaune après cette course, c'était tout de même le Norvégien qui était en position de force après cette mass start, car avec cette règle des 2 plus mauvais résultats à enlever à la fin de la saison, Johannes Beu était désormais le nouveau leader virtuel donc de la Coupe du Monde à ce stade-là de la compétition. Donc les conséquences sont graves pour le classement général. Johannes Beu a repris les rênes au classement virtuel. Comme tu disais, Romain, il reste que 2 étapes. Normalement, il n'en restera qu'une. On sait tous pourquoi. Et donc on se retrouve à Kontio. Kontio-Larty. Et puis là, 2 points, quoi. 2 points, les gars. Ouais, à rien du tout. Ça aurait été tout simplement incroyable d'aligner un 8e gros globe. Ça aurait été tellement, tellement beau. Voilà, en plus, Martin a réalisé presque une course presque parfaite, alors que pendant ce temps-là,
Johannes avait une pression monstrueuse sur son dernier tir, il ne devait vraiment pas se louper, hein. Il a été très fort, hein, Johannes. Hein. Gros mental, hein, parce qu'il loupe son C'est sûr, avant-dernier même. tir, Ouais. il me semble. Il passe totalement à travers. Et il vient faire un 5 sur 5 sur la dernière. Alors, les Français aussi ont eu leur rôle à jouer, hein, parce qu'il fallait en placer un maximum entre Martin et Johannes. Et il y en a 3, je crois, hein, qui sont intercalés. Deux. Troisième aurait pu faire la différence, je crois. Non, ouais, Oui, avec un troisième français, l'écart aurait été suffisant entre les deux pour que Martin c'est ça. gagne le globe. Ils finissent plus loin après Fabien et Simon. Ils sont 12e et 13e. Mais Johannes, sur la dernière boucle, il ressort plus ou moins en même temps que Pfeiffer et Björn Tegard. Et il a su gérer, ouais. C'est ça, il a géré son dernier tour avec tout le staff norvégien qui le tenait au courant de sa place qu'il devait avoir. Enfin, c'était voilà, hein, c'est normal, c'est la compétition. Donc ça, c'est pour le côté triste, hein, 2 points. Mais bon, la veille au soir, hein, qu'est-ce qui s'est passé l'avant-veille. Non, la veille au soir, je sais plus les gars. C'est la veille de la poursuite qu'il annonce sa C'est retraite. le 13 au soir, ouais. Ouais, le 13 au soir, breaking news, tremblement de terre sur la planète biathlon, Martin Fourcade annonce sa retraite. En effet, la veille de la dernière course de sa carrière, Martin annoncera l'arrêt de sa carrière. Alors une annonce qui a été anticipée, car je pense que Martin avait plutôt prévu de faire cette annonce à Oslo lors Et il a de dû la dernière anticiper étape. du coup. Mais vu que quelques heures auparavant, on apprenait que l'étape d'Oslo avait été annulée pour les raisons qu'on connaît tous, donc Martin C'est a ça. dû anticiper cette annonce et l'a faite la veille de sa dernière course de la poursuite. Voilà, 7 ou 800 réactions en 1 minute, immédiate sur Facebook. Et puis Ah oui, la c'est maestre. certain, il a reçu d'innombrables réactions, de messages de remerciement Oh oui, oui. après d'avoir posté son message plein d'émotions. Qui a dû en faire pleurer plus d'un. Ouais, et même si on s'attendait peut-être voilà, à cette annonce, voilà, forcément ça nous a fait un choc hein, d'apprendre cette nouvelle, hein, qu'on ne reverra plus Martin sur les skis après la saison prochaine. Oui, c'est toi, Romain, qui nous a envoyé le mot, je crois, comme quoi c'était fini. Et ouais, je me souviens bien, donc on était en train de discuter sur Messenger, Romain, je sais pas si tu te souviens. Non, je me souviens pas. Il était trop ému, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, je devais être trop ému, ouais. Je me souviens bien du message que je t'avais envoyé parce que j'ai les notifications à chaque publication de Martin. Et là, je vois le message et j'y crois pas trop. Je me souviens de t'avoir envoyé un message en te demandant, mais est-ce que c'est vrai? Et là, tu m'as tout simplement répondu oui. Pas de fioriture. Rien de plus. Je devais être encore sous le choc de l'annonce, je pense. Terrible soirée, mais Terrible soirée. le lendemain, les gars, la Maestria. La dernière course de la carrière de Martin Fourcade. Et quelle course, hein, ça a été incroyable. Hein. Oui, une dernière victoire sur sa toute dernière course en carrière. On n'aurait vraiment pas pu rêver meilleure fin. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 10 ans, jour pour jour, Martin remportait son tout premier succès sur cette même course et même étape. Et là, 10 ans plus tard, il nous remporte cette poursuite pour la dernière fois. Et c'était incroyable, hein, une course parfaitement maîtrisée, même avec quelques petites fautes, mais en tout cas, malgré, il a su dompter les éléments et faire voilà, cette course en grande partie avec son pote et la relève, comme on dit souvent. Emilien Jacquelin, c'était un beau symbole, je trouve. Et forcément, quand cette ligne d'arrivée s'approchait de plus en plus, on disait, voilà, on n'était pas forcément pour, car évidemment, en voyant cette ligne, on savait très bien que la carrière sportive de Martin s'achèverait à l'instant qu'il la franchirait. Mais voilà, c'était une course tout à fait incroyable. Il n'y a pas le gros globe au bout, certes, mais c'était une fin exceptionnelle à l'image voilà, de la carrière de Martin. Et puis une aire d'arrivée qui se transforme en stade de congratulation. Tout le biathlon, enfin tous les biathlètes présents rendent hommage à Martin hein, sur cette course-là, hein, enfin dans cette aire d'arrivée. Hein. Oui, c'est ça, hein, tous les biathlètes sont allés saluer une dernière fois à Martin. Hein, voilà, ils ont tous un immense respect envers lui hein, pour tout ce qu'il a apporté. Je pense qu'ils sont tous heureux, en fait, en quelque sorte, voilà, d'avoir couru à côté de lui, même s'il les a fait plus souffrir qu'autre chose. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'était de belles scènes à voir. Même une poignée de main, c'est symbolique, hein, si on se souvient bien d'un de ses meilleurs ennemis. Je crois que tu parles d'Alexander Loginov, et Tout à même fait. d'ailleurs, c'est le Russe qui a fait l'effort d'aller voir le Catalan. Ouais, je trouve que c'était une belle image, hein, car voilà, on connaît l'avis de Martin sur le Russe et les différends qui les opposent.
Et voilà, et même Martin a eu d'ailleurs pendant cette poignée de main des mots assez sympas à l'égard de Loginov, il voulait vraiment croire que c'était quelqu'un de bien. Et voilà, même si voilà, on va pas dire que tout est bien qui finit bien, mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était une très belle image pour conclure entre les deux hommes. Oui, et donc la fête se poursuit après, hein, avec la remise des récompenses. On le rappelle, hein, Martin a quand même reçu le petit globe de l'individuel et du sprint. Il est fêté par tout le biathlon. Alors on rappelle, on est à huis clos, hein. Il y a seulement les athlètes, quelques officiels, quelques bénévoles, les journalistes qui sont là aussi, quelques-uns, et encore Oui, les journalistes triés sur le volet. voilà, on se souvient, hein, la chaîne L'équipe est obligée de zoomer avec sa caméra pour être à une distance de courtoisie respectable à cause de la maladie. Donc voilà, hein, c'est une fin un peu lunaire. Ah bah pour Martin, c'est sûr, hein, on aurait préféré une fin à sa hauteur, hein, il l'aurait mérité hein, devant voilà, des milliers de spectateurs hein, Bah, à qui Oslo, hein. lui auraient rendu un dernier hommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, bon, bah, il perd aussi le gros globe, hein. On ne sait pas si à Oslo, il aurait pu récupérer, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, la saison se termine ainsi. Ouais, une petite question que j'avais envie de vous poser, les gars, c'est... Il a 31 ans. Les JO sont dans 2 ans, il était plutôt en bonne forme. Est-ce que du coup vous trouvez pas que c'est un peu prématuré pour Martin Fourcade, Romain, si tu veux nous donner ton avis? Non, complètement, et je comprends tout à fait voilà, sa décision, et même moi d'un côté, c'est pas que je voulais, mais je trouvais que c'était une bonne chose d'arrêter après cette saison. Voilà, il avait fait une saison top, hein, il avait remporté 7 victoires sur la saison, des petits globes, champion du monde à Antols, et je pense que voilà, Martin avait peur en fait, de faire la saison de trop, avec toujours cette saison 2018-2019 dans un coin de sa tête. Hmm. Et donc voilà, de pouvoir partir en quelque sorte au sommet, voilà, en fait, c'est ce que rêve de faire chaque sportif, hein. Et Martin a eu le luxe et même le privilège de le faire cette année. Il a vécu une dernière saison exceptionnelle, hein, où il a su rebondir, qu'il a vécu pleinement en prenant énormément de plaisir, ce qu'on ne voyait pas forcément lors de ces années où il dominait outrageusement sa discipline. Et je pense que d'ailleurs ce changement est dû en grande partie à la saison galère qu'il a vécue avant. Et c'était vraiment plaisant de le voir épanoui en quelque sorte et même voilà, de se lâcher en interview d'après-course comme on l'a vu après le relais du RuPauling. Et même voilà, pour faire plus court, Martin il a tout gagné hein, en plusieurs fois. Donc voilà, il n'a plus rien à prouver. Et surtout, voilà, la chose la plus essentielle, il a deux petites filles à la maison et qui veulent voir leur papa le plus souvent. Et il le savait pas encore, mais il va même pouvoir passer 2 mois confiné avec sa famille directement pour le début de sa retraite. Emeric, tu es triste, tu comprends, Alors, forcément triste ouais, de le voir partir, parce qu'on le verra plus skier. Mais bon, après, il est pas mort, hein, il est toujours là. Non, non, évidemment, mais il va énormément manquer au monde du biathlon et à ses fans. Voilà, mais après, s'il a pris cette décision, c'est que pour lui, c'est la bonne, et ouais, il reviendra pas dessus, hein, faut pas rêver. Je peux d'ailleurs ajouter un mot à ce sujet-là, toujours dans cette rencontre que j'ai pu avoir avec lui, avec le site de l'équipe, avec le journal de l'équipe. Je lui avais posé une question un peu taquine en lui demandant ce qu'il pensait des comebacks des retraités sportifs. Et il avait dit assez fermement hein, que voilà, il n'avait pas pour habitude de se tromper dans ses décisions. Quoi. Qu'en gros, s'il revenait sur sa décision, c'est qu'il s'était trompé et que c'était pas son genre. Donc voilà, la réponse était assez ferme, mais au moins elle avait le mérite d'être honnête. Donc désolé, hein, chers auditeurs, hein, pour ceux qui avaient encore un petit espoir. Bon, évidemment, hein, faut jamais dire jamais, mais nous à Biathlon Live, Après, voilà, le Martin et le biathlon, c'est définitivement terminé sur le plan sportif, mais je m'inquiète pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va le voir encore pas mal de fois derrière nos écrans. Bon, bah, il laisse derrière lui un héritage, hein. Tu en as parlé tout à l'heure, Romain, hein, une équipe de France au top. C'est aussi ça, hein, la satisfaction du devoir accompli. Je sais pas si ça a pu peser dans sa décision de partir en retraite, hein. Bon, partir en retraite, Je pense que ça lui a permis de partir plus sereinement, hein. voilà, c'est une décision égoïste, hein, mais au bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui décide avec sa famille, hein. Il doit rendre de compte à personne. Mais il est vrai que peut-être que le fait de voir aussi autant de collègues masculins prendre la relève, voilà, tu pars plus soulagé et puis satisfaction du devoir accompli. Donc ouais, pour terminer les gars, si on un mot pour définir Martin Fourcade,
Bah tiens, Émeric, c'est à toi l'honneur. Alors moi, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais pour moi, si je devais retenir un seul mot, c'est stressant. D'accord. Tout le stress qui m'a procuré, en fait, à chaque fois, de regarder ces courses, en fait, c'est Ouais. tout simplement ça, quoi. Stressant. C'est ça, la boule au ventre avant chaque début de course et même pendant. Ouais, à chaque course, la boule au ventre de... Ouais, c'est limite un reproche, Émeric. Ah non, du tout, du tout, c'est du bon stress, hein. Parce que moi, quelqu'un qui me fait stresser, j'évite de le voir. Hein. Non, je rigole. Non, non, c'est Mais du bon ouais, stress, non, c'est mais je comme le comprends. stress quand tu fais une Bien course sûr, de... bien sûr. Le peu de petites courses de ski de fond que j'ai fait comme ça à l'hiver, Ouais. t'es au départ de la course, t'es là où quand je faisais du basket, pareil, c'est le même stress, Ouais, c'est une émotion, mais une bonne émotion. C'est un bon stress. Ouais, c'est un bon stress. D'accord. Romain, pour toi, un mot? Moi, ce sera grand. Voilà. Grand sur la piste et même en dehors. Voilà, une grandeur qui a fait voilà, de lui un athlète d'exception et respecté par tous. Et voilà, ça a été vraiment un plaisir et un honneur, un privilège même de pouvoir le suivre durant toutes ces années. Voilà. Et c'est tout. Bah, en même temps, je t'ai demandé un mot, donc c'est parfait. Et puis surtout 1m86, quoi. Aussi. Oui, en effet, c'est tout. Aussi. Bah moi pour ma part, si je devais retenir un mot, c'est légendaire. Voilà, rien que ça, hein, c'est le mot. Une légende vivante, hein, c'est assez rare hein, d'être considéré comme légendaire, mais de par ce qu'il a pu faire pendant ces saisons, il est rentré dans la légende du biathlon, mais même pas avec du recul, hein, c'est sur l'instant présent. Donc La légende voilà. du sport français en général. Oh, même honnêtement, hein, du sport international, hein, je veux dire, 5 titres olympiques, c'est quelque chose qui te fait rentrer dans la légende du sport international. Et aisément, hein, on peut dire, je pense. Ouais, aisément, ouais, c'est ça. Il y a même pas débat. Il n'y a pas débat là-dessus. Donc voilà. Bah écoutez les gars, en tout cas, merci. Merci pour vos impressions, vos commentaires, vos émotions. Chers auditeurs, j'espère que ces 3 différents numéros vous ont plu, que vous avez pu revivre un peu la carrière de Martin Fourcade à travers ces 3 podcasts. On va en rester là pour aujourd'hui. On vous remercie vraiment de nous écouter. Alors je me répète à chaque fois, mais toujours on a besoin de vous, hein. Les commentaires, les pouces bleus, les abonnements sur nos différents supports. On est présent sur YouTube, on est présent sur Spotify. Les gars, aidez-moi, on est présent où Sur aussi Deezer, sur Apple Deezer. Podcast. Voilà, vous n'avez aucune excuse pour nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire remonter vos critiques, hein, positives ou négatives. On vous laisse. Merci à tous. Merci Romain, merci Émeric pour votre participation. Un grand merci à toi, hein, Damien, quand même, pour l'animation de ces 3 podcasts consacrés au patron. C'était un plaisir. Un grand merci à vous deux. Oui, c'était un super plaisir de parler autour d'une personne qui nous a réunis pendant tant d'années, hein. Bah voilà, c'est ça qui fait que certainement qu'on est là tous les 3 en train de parler dans notre micro. Et puis, je sais pas, quelque chose me dit que on n'a pas fini d'en reparler de Martin Fourcade dans nos prochaines émissions. Oui, il y aura toujours une petite case consacrée à Martin dans nos podcasts. Il y aura toujours une case pour lui. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao!